On veut montrer ici que les trois lois continues du programme sont très proches de lois discrètes qu'on connaît déjà. On commence par la loi uniforme. Alors elle est très proche de la loi discrète qui donne l'équiprobabilité sur chacune des valeurs. Alors ici c'est un exemple où il y a 50 valeurs. On a représenté la loi discrète ici sur l'intervalle. Toutes les valeurs sont entre 0 et 2. Attention, ici n c'est le nombre d'intervalles, c'est pas le nombre de valeurs, il y a un écart de 1. Alors bien sûr, on avait voulu trouver une densité à la vidéo précédente et pour avoir cette condition, on était arrivé finalement à cette formule pour la densité à prendre, où E de t, c'est la fonction qui ici est constante et qui est égale à 1 sur 50, puisqu'il y a 50 valeurs. Bon, tout ça varie si n grandit, voilà, la courbe descend, mais en tout cas ici, f de t, on voit que c'est approximativement 1 sur b-a. Et la densité évidemment de la loi uniforme, c'est finalement 1 sur b-a. Donc ici 121 fois E de t, c'est très proche de 1 si n est grand. Comme dans la vidéo précédente, on peut représenter sur le même graphique la loi discrète qui approxime la loi continue, mais il faut voir les échelles. Ici, la loi discrète, on a 100 valeurs, donc ça fait des barres qui arrivent à peu près à la hauteur 1 centième. Cependant qu'une loi continue sur l'intervalle 0,2, ça fait densité constante, fonction constante égale 1,5. Donc on va le faire, mais évidemment que si on change d'échelle, voilà, on voit la densité de la loi discrète ici à hauteur 0,5, mais on ne voit quasiment plus les bâtons ici. Le mot exponentiel ne sera compréhensible que dans un instant. D'abord, un petit rappel rapide de terminal. On a tracé ici la courbe de la fonction ln et sa tangente au point d'abscisse 1, qui a pour équation y égale x moins 1. Et on a cette égalité approximative. Si x vaut à peu près 1, évidemment la courbe est près de la tangente et lnx vaut à peu près x moins 1. Voilà, on utilisera ceci à un moment. Et on va maintenant faire un rappel du programme de première plus conséquent. Alors, on réalise une expérience aléatoire comportant deux issues, succès de probabilité P et échec, probabilité 1 moins P. Ici, on prend un exemple, je lance un dé bien équilibré, le succès c'est obtenir un 6. Voilà. Et si on a un échec, on recommence l'expérience. Voilà, et on réalise en fait de telles expériences jusqu'à ce qu'on obtienne un succès. Donc ça donne un schéma qui ressemble à ce qu'on a à droite. Et on appelle grand X le nombre d'échecs, parfois on dit temps d'attente, ça peut être pratique, avant le premier succès. Alors, ce qu'on est censé voir en première, et vraiment très vite, on n'a pas le temps, c'est dire si par exemple au bout de 3 coups ou au bout de 10 coups on n'a pas obtenu de succès, on arrête l'expérience. Voilà, comme ça grand X ne peut prendre qu'un nombre fini de valeurs. Ici on va voir un peu plus général. Alors grand X qui est défini ici, c'est une variable aléatoire, et sa loi est définie pour tout cas dans n tout entier, par P de x égale K égale 1 moins P puissance K fois P, c'est-à-dire avoir K échec avant un succès, c'est bien suivre la branche de l'arbre avec échec, 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 K fois. Donc ça fera bien ce qu'on voit ici, 1 moins P puissance K, et puis à la fin on a un succès, fois P. Bon, si vous voulez vérifier ce calcul, vous pouvez, la somme des P de x égale K, parce que c'est quand même une somme infinie, voilà, on somme ici les termes successifs d'une suite géométrique, bon, on trouve bien 1. Alors cette loi s'appelle la loi géométrique, ce qui n'a guère d'importance. On a représenté graphiquement ici la loi de la variable aléatoire grand X, P de x égale K, 1 moins P puissance K fois P, et c'est le nombre d'échecs avant le premier succès. Ici P vaut 0,17, si on lance un dé, obtenir un 6. Bon, on voit P de x égale 0, c'est petit p. Bon, on peut avoir un 6 au premier coup ou au deuxième coup, etc. Bon, on a bien une suite géométrique ici. Alors ici, il est écrit temps d'attente. Bon, c'est une façon de voir les choses qui est assez bonne. Ici, l'axe des abscisses, ça sera le temps, essentiellement. Alors, remarque peu importante, peut-être qu'en première, plus conformément au programme, vous avez vu cette variable aléatoire là, rang d'arrivée du premier succès, ou date du premier succès. Bon, c'est la même en fait décalée de 1, c'est-à-dire que le rang d'arrivée du premier succès, ça ne peut pas être 0. Bon, donc c'est la même variable décalée de 1. Et peut-être aussi que vous avez coupé, vous dites à 20 on coupe. Bon,
Mais qu'est-ce qu'on fait des petits morceaux de probabilité qui sont ici? Puis on décrète, dans ce cas-là, hein, si au bout de 20 coups on n'a pas eu de succès, on pose grand Y égale 0. Bon, le problème c'est que ça n'a plus grand sens concret, et de toute façon nous c'est vraiment celle-ci qu'on va utiliser. Alors bien voir que ça ne s'arrête pas, hein, c'est-à-dire que il y a toujours des petites probabilités ici, ça continue jusqu'à l'infini. Concrètement, si vous lancez un dé jusqu'à l'obtention d'un 6, vous risquez d'attendre très très longtemps si vous n'avez vraiment pas de chance. Bien sûr, se persuader que cette variable aléatoire a une loi qui a toujours la même allure graphiquement, hein, si P varie. Hein. Alors on a toujours P de grand X égale 0 égale petit p, mais on a bien le même type de courbe. Alors on va en venir à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire quelle est la variable aléatoire continue. Alors attention ici à valeur dans 0 plus l'infini, qui ressemble entre guillemets, dont la densité à l'allure de cette courbe, de la courbe qu'on voit ici en prenant les hauts des barres. Alors attention, bon, je mets d'abord un curseur ici, voilà, c'est un nombre lambda qui doit être strictement positif, hein, faire attention. Et alors, la fonction qui servira de densité, qui approxime bien cette allure, hein, ce sera cette fonction. Lambda est puissance moins lambda x. Bon, on prouvera que c'est vraiment une fonction de densité sur 0 plus l'infini. Bon, je la trace ici. Voilà. Alors pour qu'elle approxime bien, il suffit de prendre lambda égale p. Hein, voilà. Alors je prends 0,26. Voilà. Alors elle approxime pas très bien, pas trop mal quand même. En fait, l'approximation est d'autant meilleure que p est petit. Hein. Je prends 0,1. Ici, on a une bien meilleure approximation. Bon, on regardera ça après. Hein, pourquoi cette approximation? Et alors, cette densité, hein, on dira que c'est la densité d'une variable aléatoire qui suit la loi exponentielle. Bon, il y a une exponentielle dans cette fonction. Voilà la définition de la loi exponentielle, hein, dont l'allure ressemble bien, dont l'allure de la densité ressemble bien à cette variable discrète ici. Alors ce qu'on voudrait ici, c'est une variable aléatoire discrète, prenant beaucoup de valeurs et qui soit un intermédiaire entre cette grand X ici et cette grand X ici. Alors l'idée, c'est, j'introduis un curseur ici, c'est juste de considérer R le nombre d'expériences par seconde. Alors pour grand X, ici on imagine que l'axe des abscisses, c'est le temps en secondes, on fait une expérience par seconde, et grand X, c'est le nombre d'échecs avant le premier succès. Alors on fait la même chose pour une nouvelle variable ici. Grand Z, c'est toujours le temps en secondes avant le premier succès. Et si on fait R expériences par seconde, alors les valeurs prises par Z, ce sont tous ces nombres, hein, tous les K sur R. Si on fait R expériences par seconde, en fait le succès va arriver plus vite en moyenne. Et on voit que les barres oranges ici, ce sont les bleus décalés vers la gauche. Ça ne peut pas correspondre. Ici, on n'a finalement pas la même loi. Voilà, si on fait un peu augmenter R, on voit que ça ne va plus du tout. Vraiment, c'est trop décalé vers la gauche. Dès qu'on prend un grand nombre d'expériences ici par seconde. Alors avec ces barres orange, le succès arrivait trop vite, si on peut dire. Donc pour avoir la bonne variable qu'on cherche, on va modifier l'épreuve de Bernoulli du départ. Et on prend la probabilité d'un échec égale 1 moins P puissance 1 sur R. Voilà, comme ça, pour avoir R échec successif ici, ça fait probabilité 1 moins P, ce qui est la probabilité d'un échec ici au départ. Là oui, comme on fait R épreuve, R expérience par seconde, on est bien obligé de changer ceci. Alors la bonne variable, c'est celle-ci. Donc c'est la loi géométrique avec ce paramètre. Enfin 1 moins, voilà, on le voit ici. Alors on peut la représenter. Bon, alors effectivement, elle a bien la même allure que grand X.
comme d'habitude, quand R augmente, quand le nombre d'expériences par seconde augmente, on trouve plus grand chose comme hauteur des bâtons. Hein. Alors on peut douter que peut-être cette courbe ici a vraiment la même allure que celle-ci, hein, à une constante multiplicative près, alors que si on en doute, on représente ici la fonction qui est petit f multiplié par une constante qui est le produit de ça et divisé par p, pour qu'on ait ici une coïncidence entre grand X égale 3 par exemple, et puis grand Y égale 3R sur R. Et effectivement, on a bien une bonne coïncidence ici. Alors il reste un dernier exercice qui est montrer que ce nombre ici, c'est le même, presque le même que celui-ci, quand P égale lambda, bien sûr, et quand P est assez petite. Alors, on a besoin d'un petit rappel pour cet exercice. D'abord, il y a le rappel qui a été fait au début. Hein. Bon, si x vaut à peu près 1, ln x, c'est à peu près x moins 1. Et puis, on a besoin aussi de ça qui n'est plus explicitement au programme. Hein. La définition de a puissance b si a est positif. Quelconque. Alors, il y a un exemple ici. Ceci, on peut le calculer, hein, déjà, 5 puissance 0,1. Ça, c'est au programme. Ce qui est bien connu, c'est ça. Si on prend un entier petit n, et la fonction x donne x puissance n, définie sur R+, si on prend un nombre petit a positif, ce qu'on appelle a puissance 1 sur n, c'est l'antécédent de a par cette fonction. Donc c'est le nombre qui, élevé à la puissance n, est égal à a. Alors avec notre nouvelle définition, on a autre chose, mais on peut calculer 5 puissance 0,1. Hein. Alors, on peut le lire ici. Voilà. C'est le nombre dont la puissance dixième donne 5. On le lit ici à peu près 1,17. Bon, et évidemment, il faut vérifier que cette nouvelle définition ne contredit pas l'ancienne ici. Hein. Si vous élevez ce nombre ici à la puissance 10, vérifiez, ça fait bien 5. Alors l'exercice, vu que la vidéo est déjà bien trop longue, je vous laisse, il est faisable et pas très important. Dernière variable discrète qui va nous donner une loi continue, hein, la loi binomiale. Alors on réalise n égale 40 expériences avec identique et indépendante, avec p égale 0,4 la probabilité d'un succès au cours d'une expérience, et on compte les succès. Voilà, on appelle grand X le nombre de succès. On a cette formule bien connue. On s'est représenté graphiquement ici. Ici, on a tracé la droite verticale x égale np. Np, c'est l'espérance de grand X. Et alors, on se demande un peu comment avec ça on va trouver une loi continue. Et si on prend un n plus grand, il va falloir faire tendre quelque chose vers l'infini. Ça fuite vers la droite, hein, on ne peut rien voir. Par contre, vous pouvez essayer ici, hein, avec calcul des probabilités ici de GeoGebra, mais ça ne marche pas avec le logiciel d'enregistrement ici, donc je ne peux pas le montrer. Hein. Alors, on va approximer ceci par une fonction continue, hein, que je montre. L'approximation est bonne surtout quand n est assez grand. Bon. Et alors, quelle est la densité qu'on obtiendra ici? Ça sera cette fonction. Un peu compliquée, oui d'accord. On va y revenir et on appellera ça la loi normale qui dépend de deux paramètres. Alors on va regarder un petit peu ces deux paramètres. Voilà, le premier, c'est en fait la moyenne de la grand X de départ, la loi binomiale, 23,2. Et le deuxième qui est ici, c'est sa variance. Et alors, on les voit intervenir dans la densité. Alors, la densité, elle n'est pas vraiment au programme, hein, ne pas s'affoler pour cette formule assez affreuse. Hein. Bon, on la voit apparaître ici, la variance, hein, n fois p fois 1 moins p, hein, n fois p fois 1 moins p.
puis ici on voit la moyenne n fois p. Alors on l'appelle loi normale parce que des courbes comme ça, on en voit plein dans la nature ou dans la société. Voilà. Je cache la densité. Juste avant, je précise qu'elle est définie sur R tout entier. Ce qui ne se voit pas avec notre approximation, parce que nous, la grande X qui est ici, n égale 58. Alors je descends un peu parce qu'on voit mal. Voilà. Si je prends le n égale 35, grand X prend ses valeurs de 0 à 35. Alors que la densité ici, elle sera définie sur tout R. Un autre point qui ne se voit pas sur le dessin, c'est que cette espèce de courbe en cloche, on pourra la voir aussi bien à droite comme ici de l'axe des Y qu'à gauche. On ne résume pas, on montre seulement sur un dessin les trois densités à connaître. Alors la loi uniforme, on n'en parlera plus, sa densité 1 sur B-A, la constante. Bon, elle peut se promener partout sur R. Les lois exponentielles, alors la densité elle est définie sur 0 plus l'infini. On peut lire le nombre lambda ici, le paramètre lambda c'est f de 0, voilà, elle a toujours cette allure là. Bon, toutes les R sous les courbes valent 1. Et puis maintenant les lois normales, alors avec deux paramètres, petit m la moyenne, alors on l'a dit ici c'est 12 et quelques, c'est l'abscisse du point le plus haut, et sigma 2 ça sera sa variance. Alors ici on peut, elle peut se déplacer partout, voilà. Et ici on a représenté l'écart type, attention, l'écart type c'est une mesure de dispersion, c'est-à-dire pour une même moyenne on peut avoir un écart type plus ou moins grand, voilà, c'est-à-dire une variable plus ou moins dispersée. Et pour être complet, il faut quand même rajouter le cas particulier de la loi normale dite standard, c'est quand la moyenne vaut 0 et que l'écart type et la variance vaut 1. C'est la n0, 1. Alors il y aura une ou deux vidéos sur les lois exponentielles et au moins 3 sur les lois normales. Et zut, encore une vidéo trop longue.